Un proverbe dit « Dans le monde du BDSM, le respect des limites crée un lien plus fort que toutes les attaches ». Salut Mégane. Salut Pauline. Salut à toi et bienvenue sur Truc de Meuf, le podcast qui parle de santé et sexualité féminine avec bienveillance. Cette semaine, on t'emmène dans un épisode captivant de notre podcast où on plonge dans l'univers intrigant du BDSM en compagnie d'une experte passionnée, Axel de Sade, qui est dominatrice professionnelle et la directrice de l'école Les Arts Sadiens. Axel partagera avec nous sa compréhension profonde du BDSM, explorant sa propre histoire dans ce monde fascinant, découvre ses motivations derrière la création de son école et plonge dans les conseils avisés qu'elle offre à ceux qui souhaitent s'initier au BDSM mais qui hésitent encore à franchir le pas. Prépare-toi pour une conversation éclairante sans tabou avec Axel, une guide bienveillante à travers les mystères du BDSM. Et on t'informe qu'exceptionnellement, je n'étais pas présente pour cet enregistrement. N'hésite pas à t'abonner au podcast, à le partager et à nous laisser un commentaire sur la plateforme sur laquelle tu nous écoutes. Tu peux aussi nous suivre sur Instagram et nous poser toutes les questions que tu veux. On te souhaite une bonne écoute. Bonjour Axel et bienvenue sur Truc de Meuf. Bonjour Mégane et une bise à Pauline. Et oui, on pense bien fort à Pauline qui peut pas être avec nous aujourd'hui parce qu'elle attend son petit bébé. Aujourd'hui, Axel, ensemble, on va parler du BDSM. Juste avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît ? Oui, alors je m'appelle Axel de Sade. Je suis dominatrice professionnelle depuis une dizaine d'années et je suis également directrice de l'école des Arts Sadiens. C'est une institution qui vise à... Enfin, c'est une structure qui donne des cours liés au BDSM pour les novices, les expérimentés. Et il y a tout un cursus, en fait, qui permet d'accompagner sur la découverte du BDSM jusqu'à les masterclass avec des pratiques qui sont un peu moins connues, peut-être plus transgressives par rapport à une relation vanille ou du sexe un peu plus classique. Ok, donc en somme, une vie très remplie, je pense. On reparlera un petit peu de ton école juste après. Pour commencer, est-ce que peut-être tu pourrais nous expliquer ce que c'est le BDSM ? Alors, c'est un acronyme qui veut dire bondage, domination, soumission, sadomasochisme. Bondage, discipline, domination, soumission et sadomasochisme. Donc, c'est vrai que quand on prononce ces mots-là, tout de suite, on a des stéréotypes qui arrivent et des idées reçues aussi qui peuvent émerger. Et il faut savoir que c'est plutôt, à mon sens, la fantasmagorie, une fantasmagorie qui sort des chemins balisés du sexe génital tel qu'on connaît pour travailler une dimension qui est davantage psychologique et aussi des pratiques qui vont mettre en mouvement tout le corps. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup la définition d'Ossie Heston dans ses livres L'art de se soumettre ou l'art de dominer, qui dit que le BDSM, c'est une activité, ce sont des activités consenties, parce que le consentement a une grande importance dans cette pratique-là. Donc, des activités consenties par les deux partenaires et qui sont d'accord pour que l'un agisse sur l'autre au travers de 4 facteurs. Le premier qui serait le mouvement, donc la possibilité de contraindre le mouvement, de lui donner un certain cadre. Les émotions, sur quelles émotions tu vas jouer, la peur, l'angoisse, le réconforter l'autre, exciter l'autre, humilier l'autre. Le comportement, est-ce que tu vas te transformer en animal, en écolier, écolière, infirmier, infirmière, pilote de ligne, j'en sais rien. Comportement et les sensations, puisqu'en fait tu vas jouer avec différents outils ou accessoires ou même avec tes mains. C'est vrai que passer tes mains sur ta peau ou pincer légèrement la peau ou la pincer durement, la mordre, tout ça provoque en fait des sensations dans ton corps. Et en fait, le BDSM, c'est tout ça. Ok, voilà. D'accord. Est-ce que du coup, j'aimerais bien savoir toi, comment est-ce que tu en es arrivé à te lancer dans la domination ? Comment tu as eu envie de créer ton école ? Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton histoire ? Moi, j'ai découvert ce monde-là par le monde de la nuit.
parce que j'aimais beaucoup j'aimais beaucoup les soirées assez extraordinaires. J'ai beaucoup été marquée par Le Grand Môle d'Alexandre Fournier, qui raconte une fête extraordinaire où il est dans un château avec des gens qui sont costumés, et puis ça bouge, ça rit. Et j'ai été très marquée par ça et j'ai cherché ça. Et à un moment donné, j'ai découvert des soirées fétichistes où les gens avaient une certaine tenue, plutôt cuir, latex, etc. La première fois que je suis allée, je n'ai pas pu rentrer parce que j'avais pas le bon dress code. Et la deuxième fois, donc j'ai mis du temps à y retourner, j'ai dû mettre quelques années. La deuxième fois, j'y suis retournée et je me souviens, c'était un escalier qui descendait. Et je me suis retrouvée face à des gens qui étaient habillés en noir, latex, etc., avec des chaînes. J'ai payé ma place, mais j'ai eu peur, en fait, et je suis quand même remontée. Et les gens étaient sur le trottoir et fumaient. Enfin, certains participants ou participantes fumaient. Et ça m'a donné... Je les ai écoutés et en fait, je me suis rendu compte que c'était des conversations très banales au final et drôles et en fait, ça t'avait peut-être ça t'avait peut-être un peu inquiété parce que tu connaissais peut-être pas bien aussi encore tout cet univers, et c'est ça aussi peut-être qui t'a fait mettre un peu de temps à y retourner. Peut-être que ça a cheminé aussi peut-être dans ta tête, non? Avant d'y retourner, peut-être qu'il y avait cette envie qui était là et que t'avais envie d'y aller, mais peut-être que t'osais pas trop, et finalement tu t'es rendu compte que c'était des gens normaux, quoi. Oui, mais je ne savais pas du tout que c'était un univers bébé. Mais je trouve que même encore maintenant, tu sais, c'est hyper tabou, on n'en parle pas du tout. Enfin, on sait pas du tout comment ça se passe dans les soirées comme ça, on sait pas... Enfin, on a l'impression que c'est des gens qui sont complètement différents, alors que là, tu vois, quand tu m'en parles, je me dis, non, c'est des gens comme nous, ils ont les mêmes conversations que nous, enfin, tu vois, on s'en fait tout un monde, alors que finalement, non, ils sont pareils que nous. Ils sont pareils que nous, mais dans cet univers-là, dans ces soirées, il y a une liberté qui est plus grande à mon sens, parce que évidemment tu danses, évidemment tu discutes avec les gens, mais tu peux aussi donner libre cours à tes fantasmes et les réaliser. Et en fait, c'est ok, c'est bien accueilli. Il y a pas de jugement en fait. T'as le droit de le faire. Bon, c'est plutôt bienveillant. Oui. En fait, si t'as envie de te promener à quatre pattes, tu te promènes à quatre pattes. Si t'as envie d'aller embrasser des pieds, t'embrasses des pieds. Si t'as envie, alors je vais mettre des guillemets, impacter quelqu'un, humilier quelqu'un, tu peux le faire. En fait, il y a vraiment cette grande liberté. C'est un monde parallèle où tu construis un personnage, où tu vas donner corps à un double qui va laisser exprimer certaines envies, qui sont d'ordre sexuel, mais quand je dis sexuel, c'est pas forcément génital. Et tu as un terrain de jeu où tu peux l'exclure. Alors évidemment, il faut faire attention, il y a des règles à respecter. C'est vrai que le BDSM du Marquis de Sade ou de sa sœur Mazotte, dont est issu les termes de sadomasochisme, n'est plus le même aujourd'hui, et heureusement, puisque au XVIIIe siècle, on peut se poser la question du consentement des personnes, des victimes. Chez le Marquis de Sade, il y a certains écrits où clairement il n'y a pas de consentement. Ouais. Et on est dans du sadisme pur. Aujourd'hui, le BDSM, il y a des règles, il y a des us et coutumes qui font que, au final, ça devient une pratique qui est peut-être un peu plus safe, je dis bien peut-être, que dans le sexe classique. Parce que il y a une conversation, il y a des accords, il y a une discussion au préalable, avant toute action. Et cette discussion, ça va être sur qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai pas envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie d'explorer, quelles sont mes limites, mes limites sur lesquelles je n'irai jamais, qu'est-ce que j'ai besoin pour rentrer dans le jeu, qu'est-ce que j'ai besoin pour en sortir, quels vont être ces mots que je peux prononcer à tout moment pendant l'action qui permettent d'arrêter ce qui est en train de se passer, quels sont
mes conditions de santé mentales ou physiques qui sont des contre-indications pour certaines pratiques. Donc tu vois, on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement cadré. Et puis, une fois que l'action se déroule, il peut y avoir des débriefings, etc. Il y a un aftercare qui est fait. Donc c'est pour ça que je dis que peut-être dans une certaine mesure, ces pratiques-là sont plus safe parce qu'il y a une discussion qui doit se faire. Si la discussion ne se fait pas, il y a problème. Déjà, là, de ce que tu me dis, je trouve que la question du consentement, elle est vraiment au cœur des discussions, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres pratiques, tu vois. Quand tu prends hors BDSM, tu vois, juste des relations sexuelles ou même des relations juste intimes ou relations d'une personne à l'autre, tu vois. Cette question du consentement, on en entend parler tout le temps. Elle n'est pas forcément respectée à chaque fois. Mais là, de ce que tu me dis, en fait, tout est mis à disposition pour que la personne soit respectée, que ça se fasse quand même dans la bienveillance, en respectant les capacités émotionnelles et physiques de chacun. Donc effectivement, là, de ce que tu me dis, ça a l'air quand même beaucoup plus safe et aussi beaucoup plus sympa parce que j'ai l'impression que du coup, on sait tout de suite ce que la personne elle aime parce qu'elle le dit. Et donc, on va pas faire des choses que la personne n'aime pas, on va pas être irrespectueux en franchissant des limites que la personne ne souhaite pas qu'on dépasse parce que les limites sont posées justement. Donc, j'avais pas forcément d'idée sur comment ça se passait, etc. Mais c'est hyper rassurant, en fait, je trouve. Oui, mais alors moi, là, je te parle d'un cadre idéal, oui, éthique. Bien sûr. Oui, je me doute que c'est pas toujours comme ça, mais bon. Voilà, il y a des gens qui ne respectent pas, il y a de la prédation, il y a des personnes qui vont dire, qui vont perdre leur cerveau et leur morale et toute idée du jugement à partir du moment où ils vont être dans un cadre BDSM parce que justement, on est dans un cadre BDSM où on est hors monde. Ouais. En fait, il ne faut pas accepter de son maître, sa maîtresse, son soumis et sa soumise, que tu n'accepterais pas d'un être humain, en fait, en dehors du monde BDSM. Quelqu'un qui va te prendre en main pour te faire changer, pour t'empowerer, pour, il y a une forme de gouroutisation, c'est un mot qui ne doit pas exister, mais on comprend ce que ça veut dire. Oui, on comprend. En fait, non, pour qui tu te prends, en fait, pour savoir de la manière dont je dois changer s'il n'y a pas une demande de ma part. Je suis là, ça fait 20 ans que je fais du BDSM, donc je sais mieux que toi, peut-être, mais si moi dans mon cerveau je me dis il y a un problème, je veux pas y aller, j'ai raison, je dois faire attention à mon intuition et c'est ça en fait qui prime. Donc oui, c'est un monde en théorie plus safe, mais il faut garder en fait son intelligence et ne plus être décérébré à partir du moment où on rentre dans un univers où tout est permis. Et en fait, tu ne peux pas tout faire sous couvert de c'est du BDSM. Bien sûr. Non, je suis ton maître, envoie-moi un nude, fais-moi on va faire une vidéo et tout. Hors cadre BDSM, si t'es pas ok, tu le fais pas. Bah là, c'est pareil en fait, tu le fais pas. Tu fais bien de le rappeler, hein. Faut vraiment, qu'importe la pratique sexuelle que tu as ou que tu fais, vraiment, c'est la base de respecter ce qu'on a envie et de suivre son intuition parce que malheureusement, en fait, tous les gens ne sont pas safe, ne sont pas sympas et voilà, donc vraiment, tu fais vraiment très très bien de le rappeler. On ne le dira jamais assez, mais voilà, faut s'écouter soi-même et ne pas se mettre en danger ou ne pas accepter des choses qu'on voudrait pas, c'est vraiment la base, quoi. Du coup, après cette soirée, toi, t'as fait un peu ton petit bonhomme de chemin, j'imagine, puisqu'aujourd'hui, t'as ouvert une école. Est-ce que tu peux me raconter un peu, du coup, pourquoi t'as ouvert cette école et puis, déjà ça, pourquoi t'as ouvert cette école? Alors, j'ai ouvert cette école parce que, en tant que dominatrice, j'avais des demandes de formation, des femmes qui voulaient se former en fait à la domination. Alors, quand je dis former, c'est pas professionnellement, mais elles avaient envie de découvrir
Et puis par ailleurs, donc j'ai une autre vie. Hein. Je ne suis pas que Axel de Sade, je suis aussi Marie Albatrice de l'Hérosticratie. Et je participe à l'organisation d'un festival qui s'appelle Hérosphère. C'est un festival de sexualité créative. Pendant 3 jours, il y a des ateliers qui sont donnés de sexualité, on va dire assez explicite. Ça balaye tout le spectre des sexualités. Donc on va du tantra en passant par les orgies, par des questions, alors c'est pas de la sexualité, mais des questions de genre, des questions d'identité, etc. On va aller et on va jusqu'au BDSM. Quand on fait ce festival une fois par an, nos festivaliers nous disaient à chaque fois c'est dommage, ça a lieu qu'une fois par an, c'est pas assez, etc. Donc ça a été 2 facteurs qui m'ont fait dire ok, il y a un besoin en fait, les gens ils ont besoin de pratiquer et dans mes relations aussi, je me suis rendu compte que à partir du moment où tu parles de ces sexualités, de cette sexualité et que tu accueilles la parole de l'autre, tu te rends compte que les gens ils ont beaucoup de choses à dire, ils ont beaucoup de questions à poser et qu'aujourd'hui il y a très peu d'endroits où tu peux les poser ces questions. C'est pour ça que l'école est partie de cette idée-là de diffuser un savoir-faire, un savoir-être qui au départ était que le mien, mais aujourd'hui qui n'est plus que le mien parce on doit être une dizaine de professeurs. Donc, moi, on fait appel à des experts. Quand je dis on, c'est mon associé et moi, Diane de Séléné, on fait appel à des experts. Par exemple, Juan Carlos de la Fistinière en droit mythique quand même, qui vient donner tout un cursus autour des pratiques anales, donc de la découverte, du fist, au lavement. On a aussi Ness Harper qui vient nous parler des fouets, puisque c'est vraiment là une dompteuse de fouets. Et elle vient aussi donner des cours de fireplay. On a des gens comme Nox qui viennent parler de la soumission. Cinéden Sublime, qui est une autre podcasteuse. On a enregistré avec elle la semaine dernière. Ah, elle est extraordinaire. C'est une femme extraordinaire qui vient sur la régression. On a Maëlys Castet. Peut-être as-tu lu son livre, Merci Madame, qui est capable qui fait un cours de 4 heures sur la sexualité masculine contrôlée. Donc voilà, on a énormément vous avez un panel qui est super riche en fait. Oui. À partir du moment où tu fais parler les fantasmagories, tu t'aperçois qu'il y a énormément de choses qui sont possibles. Et donc, tu tiens un fil et puis en fait, il y en a énormément qui arrivent. Et oui. L'objectif, c'est vraiment d'en faire enfin, on pourrait donner des cours tous les jours, d'ailleurs. C'est un peu l'objectif sur lequel on va aujourd'hui. Il y a des cours 2 fois par semaine, mais on se rend compte que... C'est pas suffisant. Non, il y a tellement de choses à faire. Puis les gens sont vraiment demandeurs de ces informations-là. Moi, au départ, c'est vrai que je me suis formée à la domination en allant dans des endroits qui s'appellent les munchs, qui sont des cafés où ensemble il y a des pratiquants habillés très classiquement, hein, des cafés très classiques où on va parler autour d'un thème, je sais pas moi, féminisme et soumission, découvrir la pratique de l'uro, enfin bref, il y a un thème qui est lancé et donc les pratiquants vont parler de ce qui les motive, ce qui les des scénarios, etc. Donc c'est assez inspirant. Je me suis aussi beaucoup formée sur Explore ou l'Hérosphère, en fait. Il y a énormément d'ateliers, donc c'est vrai qu'on apprend on apprend les pratiques, parce que c'est vrai qu'il y a des choses qu'on peut pas faire si on n'est pas formé. En tout cas, moi, je le déconseille fortement. Et puis aussi la discussion avec certaines collègues. Moi, j'ai demandé à des infirmières de me donner des cours. On a organisé des ateliers de cours de premier secours.
sur certaines pratiques médicales aussi qui peuvent être demandées. Donc il y a quand même une recherche d'informations importante pour ne pas faire ça n'importe comment, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que la reconnaissance de la pratique BDSM, elle est assez récente. Jusque dans les années 80, c'était une pratique qui était pathologisée, c'est-à-dire que dès lors qu'on était pratiquant, il fallait aller consulter, puisque le manuel des troubles statistiques des maladies mentales considérait que on avait justement un trouble. Et légalement, en fait, jusqu'en 2005, la pratique du BDSM n'était pas reconnue. C'était acte de torture et de barbarie. Heureusement, la Cour européenne des droits de l'homme est arrivée et a dit non, il y a autonomie sexuelle. C'est super. À partir du moment... Je savais pas que c'était aussi récent. Oui, avant, rappelons-nous, alors peut-être que tout le monde n'a pas connu, mais les sex shops, c'était derrière des rideaux. Il fallait passer ces rideaux pour accéder aux cassettes pornographiques, aux DVD pornographiques quand il n'y avait pas Internet. Puis il y avait des godes et tout ça. Il fallait passer un autre rideau pour arriver au matériel BDSM. C'était vraiment les chiottes de la pornographie, le BDSM. Et aujourd'hui, notamment, Internet a ça de bien, c'est qu'il a permis à des personnes qui avaient des envies extra hétéronormées, on va dire ça comme ça, de se rassembler, de discuter ensemble, donc de se compter et se dire ok, ça va. Alors, en fait, on est plein. Et aussi de mettre en place des us et coutumes, notamment sur la question de consentement, et par exemple aussi sur, voilà, je vais interagir avec quelqu'un, mais je me pose des questions, est-ce que la personne est ok ou pas? Donc on va faire ce qu'on appelle du vetting, aller interroger. On va aussi discuter avec d'autres personnes et se dire, voilà, la personne m'a proposé de faire ci, faire ça, et ouais, est-ce que c'est ok, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas normal? Donc voilà, il y a quand même, enfin, la pratique est devenue plus éthique et plus saine. C'est pour ça que je te dis que le BDSM du 18e, du 19e et du 20e n'a rien à voir avec celui qui est en train de se pratiquer actuellement. Ouais. Oui, il y a beaucoup d'évolutions, beaucoup de... Ouais, mais c'est intéressant que tu nous racontes un peu l'histoire, parce que moi, pour le coup, je suis vraiment novice sur le sujet, et du coup, ça me permet vraiment d'imaginer, tu sais, un peu l'histoire, comment ça se passe, et aujourd'hui, quelles sont les évolutions, et c'est super intéressant, vraiment très très intéressant que tu nous racontes cette histoire comme ça, et en plus, tu mêles aussi un peu ton vécu, toi, comment tu l'as vécu, comment t'as vu les choses évoluer et tout ça, donc... c'est super intéressant, vraiment. J'adore écouter les histoires comme ça, c'est top. J'avais une petite question par rapport à ton école. Alors, je sais pas comment tu les appelles. Est-ce que tu dis que c'est des clients? Est-ce que tu dis que c'est des élèves? Je sais pas comment tu appelles les gens qui viennent dans ton école. Alors, on est vraiment... On se calque au processus scolaire, ne serait-ce que pour une raison, c'est que le scolaire, c'est un scénario qu'on peut retrouver assez facilement dans le monde BDSM. Donc, je les appelle les élèves. Ok. Du coup, est-ce que tu as un profil d'élève particulier ou vraiment c'est varié? Ça peut être ta voisine, je sais pas, un prof d'école, ou je sais pas, vraiment tout le monde, ou est-ce qu'il y a vraiment un profil, des profils particuliers qui se dessinent? Alors, il y a un profil, je sais pas si ça va t'étonner ou pas, mais j'ai envie de te dire que 70 à 80% sont des femmes ou personnes non binaires. Parce que je pense que elles sont, quand je dis elles, c'est vraiment au sens global, hein, je mets aussi des personnes trans aussi, on a des personnes trans. Et ça, c'est important pour moi, justement, cette question d'inclusivité aussi. Je pense qu'elles sont à la recherche d'une légitimité dans les postures qui sont prises, de pas faire n'importe quoi sur ces questions-là. Et puis parce que je pense que, si tu veux, la pornographie ou la fantasmagorie masculine, elle trouve des endroits. Internet, enfin, on est rempli de cette fantasmagorie testéronée. Et en fait, à partir du moment où tu offres des endroits où on va parler du sexe autrement, avec d'autres images, d'autres représentations, d'autres narratifs,
à ce moment-là, ben, ça les intéresse en fait. Tu vois, elles ont envie de parler de sexe autrement, pas uniquement de génital avec le fameux le pied à coulisses, hein, comme je l'appelle, qui de toute façon, dans 95% des cas, n'apporte pas d'orgasme à un vagin. Donc voilà, parler de cérébralité dans le sexe, je pense que ça les intéresse. Mais du coup, tu vois, quand tu m'as dit qu'il y avait beaucoup de femmes, alors ça m'a... Dans un premier temps, ça m'a un peu étonnée, et en même temps, je me suis dit, mais ouais, mais en fait, les hommes... Enfin, ils ont déjà des infos, enfin, comme tu le dis, il y a des endroits où ils peuvent trouver des infos, etc. Les femmes, bah non, en fait, pas forcément. Donc finalement, ça m'étonne. Alors, sur le coup, ça m'a un peu étonnée, et en fait, bah non, pas tant que ça, quoi. Et c'est peut-être aussi parce que, tu sais, moi, je suis clairement une femme cis hétéro, non pas, une femme cis. Et donc, je pense que tu vois, ça inspire confiance. Oui, ça aide à pousser la porte et à se dire, ok, c'est Voilà. un endroit safe, c'est une femme. Ouais, c'est possible aussi. Hein. Ouais. Et peut-être que pour certains messieurs, je ne suis pas parce que moi la domination comme récompense sexuelle, c'est pas forcément là où je vais me retrouver, et moi je vais parler beaucoup plus de chemin, de réalisation de fantasmagorie qui n'est pas forcément attachée à la génitalité classique, qui va passer par d'autres endroits. Et peut-être que enfin c'est évident, ça ne parle pas à tout le monde. Pour rentrer un peu dans le vif du sujet et peut-être aussi ce dont vous parlez avec vos élèves, est-ce que tu aurais des conseils à donner aux personnes qui auraient envie de se lancer dans le BDSM, mais qui osent pas ou qui savent pas comment commencer J'aime bien, moi, passer par le vecteur de l'art ou le vecteur culturel. Et déjà, si tu connais pas, je pense que tu connais quand même un peu parce que tu as cette envie-là, et c'est peut-être parce que tu as vu des films. Alors, moi, je peux conseiller des films justement qui ne sont pas pornographiques, mais qui vont raconter ce cheminement. Et je peux conseiller La Secrétaire, par exemple, qui est un film extraordinaire sur ce sujet-là. Je peux conseiller aussi 9 semaines et demie, en mettant un bémol aussi, parce que il y a quand même une emprise qui est créée, mais les scènes qui sont racontées sont quand même des scènes assez intéressantes. Okay. Il y a le duc de Burgundy qui va raconter une histoire entre deux femmes sur une domination 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et où on va voir que la personne qui domine fait un burn-out dans cette pratique-là, et est entraînée malgré elle vers des pratiques qu'elle n'a pas forcément, enfin, qui la fatiguent. Donc, assez intéressant à ce niveau-là. Il y a Maîtresse, qui est un film avec Bulogier et Depardieu, qui est aussi intéressant. Donc, il y a plein de films comme ça, de plus en plus de films, et de plus en plus de films qui parlent de ça. Donc, le fait de les regarder, ne serait-ce qu'avec ça ou son partenaire, ça permet de voir comment l'autre réagit. Et déjà, peut-être d'ouvrir une forme de discussion, ou pas. Ensuite, sur Internet, il y a énormément il y a des endroits où on peut se renseigner, notamment un site qui s'appelle FetLife, qui est une sorte de Facebook du BDSM. Il y a énormément de groupes, de discussions sur plein de pratiques. Donc, c'est aussi approcher une communauté, donc plutôt de manière théorique. Le fait d'approcher la communauté fait que on peut découvrir autour de soi des initiatives, comme les fameuses munch, ces cafés où on discute avec des pratiquants. Et puis, ensuite, on peut peut-être aller en soirée, si on a envie. Mais on n'est pas obligé, on peut pratiquer dans sa chambre à coucher aussi. Et puis, on peut aussi aller prendre des cours. Ça, je prêche pour ma propre paroisse. Mais bien sûr, mais t'as raison. Moi, c'est globalement surtout BDSM. Il y a d'autres structures, je pense à Port d'Attache, ou l'atelier Simonet à Paris, mais il y en a aussi un peu partout en France.
et en Belgique et au Canada, je ne sais pas, des endroits où tu peux apprendre à faire du shibari, à attacher l'autre avec des cordes. Parce que ça, c'est une pratique, il faut quand même avoir des techniques. Il ne s'agit pas juste de faire un nœud, ça peut être plus dangereux que ça. Et puis, c'est hyper intéressant aussi d'aller pratiquer si on a envie avec l'autre. C'est sexy et en plus, ce n'est pas forcément engageant parce que tu restes avec ton jogging et c'est vraiment que sur de la technique. Puis après, tu rentres chez toi et puis tu peux aller un peu plus loin. Oui, après, tu fais tes petites expériences, tu essaies de de refaire ce que tu as appris. Voilà. C'est-à-dire que tu as des endroits où tu viens prendre de l'information et puis après, tu vas développer ça dans un endroit qui est privé si tu as envie. Puis tu as des endroits où tu peux pratiquer avec du monde autour. Et ça, il y a énormément d'initiatives en fait en France. Il y en a partout en fait. Ouais, je crois qu'il y en a partout. Et FateLife est un bon endroit pour se connecter. Mais pas, enfin, je n'ai aucune part dans dans ce réseau social. Non, mais on prend tous les bons conseils, que tu aies départ ou pas, voilà, on prend tous les bons conseils. Non, mais alors pas du tout. En plus, c'est canadien. Mais en fait, tu peux rencontrer la communauté dans le monde entier avec cet outil-là, parce que tu dis, suffit que tu te connectes à BDSM, je sais pas moi, Danemark, parce que c'est un exemple très concret. Je me suis connectée comme ça. Quand j'ai été au Danemark, moi, j'ai rencontré la communauté, enfin, une partie de la communauté danoise, à Copenhague. J'ai fait des munchs, on m'a emmené dans des... Oui, ça te permet de créer des liens, finalement, donc c'est top. Ouais. Donc, puis après, il y a des livres qui sont très bien aussi. Je pense à Dossie Easton, et je me souviens plus de sa camarade. Il y en a un qui s'appelle L'art de se soumettre, l'autre qui s'appelle L'art de dominer, que vraiment j'adore. Ce sont vraiment deux bouquins intéressants. Après, au niveau des scénarios, je peux conseiller les livres de Galafure, qui parle de ces séances. Donc c'est vrai que ça donne des idées de scénarios. Notre mère à tous, bien que je mettrais un bémol sur le bouquin Cérémonie, parce que il date des années 80, et il y a à un moment donné quelque chose qui, moi, est problématique. Mais dans la manière dont elle raconte, ça donne des idées. Je pense à Catherine Robbe-Grillet ou Jeanne de Berg, qui est quand même la figure tutélaire actuelle. Maëlys Castet, je l'ai dit, merci madame, qui explique en fait le cheminement en tant que dominatrice, comment elle est arrivée à ces pratiques-là. Et il y a aussi dans la même veine, il y a la loi du talon de Alda Matisse, qui est aussi assez intéressant. Donc il y a quand même pas mal d'ouvrages qui sortent sur le sujet. Il y a encore le dictionnaire de Galafure du BDSM, le sexe bizarre de Agnès Giard. Moi, c'est des livres qui m'ont marqué. Oui, il y a quand même pas mal d'ouvrages qui peuvent nous permettre de nous ouvrir un peu au BDSM et de lire ces histoires-là. Et puis aussi, de Fate Life dont tu nous as parlé aussi, c'est vraiment... il y a des choses qui nous permettent de faire du lien, de chercher de l'info, ton école par exemple. Du coup, est-ce que on peut se lancer à deux ou plus tout seul, ou tu conseilles de quand même aller chercher de l'info, de se former? De toute façon, le BDSM, c'est une pratique que tout le monde fait sans le savoir. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es dans ta chambre à coucher et que tu mets un bandeau sur les yeux de ta partenaire, ou que tu lui attaches les pieds, ou alors que tu es dans une relation génitale et tu vois que tu vas prendre l'autre avec je te possède, avec peut-être même du dirty talk, et l'autre, tu vois, qui est plutôt dans une position de soumission. Bon, bref. Déjà, on est sur une amorce de BDSM parce qu'il y a un pouvoir. Tu prends le pouvoir sur l'autre. Tu lui enlèves un sens. Ou alors, tu vas jouer sur ses émotions. Donc, déjà, t'es là-dedans. Mais t'en as pas conscience. Deux novices ensemble peuvent tout à fait, ça existe déjà. Après, si tu vas sur des choses plus poussées, où tu vas décider d'aller impacter un corps au-delà de la simple fessée, ok, mais ne le fais pas n'importe comment, parce que tu ne peux pas impacter un corps n'importe comment. Il faut que tu saches aussi que, en termes de... tu as certaines contre-indications,
notamment si l'autre prend des anticoagulants, ça veut dire que le corps va avoir beaucoup de marques. S'il est hémophile ou elle est hémophile, au niveau du sang, si tu fais couler le sang, bon, il faut savoir ce que tu fais. J'ai envie de dire qu'à partir du moment où tu restes dans ce que je vais appeler le soft, où tu vas aller plutôt jouer sur les sensations sans aller pousser des limites, certes, c'est mieux de se renseigner, mais ça existe déjà. Si tu veux développer un savoir-faire et un savoir-être, renseigne-toi. Parce que c'est aussi une pratique qui est dangereuse. C'est des pratiques qui peuvent être dangereuses puisque tu vas aller chercher au niveau psychologique. Tu peux faire réactiver certains traumatismes si tu fais pas attention. Surtout si tu vas jouer avec ce qui me semble le plus compliqué, donc la pratique liée à l'humiliation de l'autre. En fait, on n'humilie pas l'autre n'importe comment. On n'humilie pas l'autre si il n'est pas d'accord ou elle n'est pas d'accord. Et surtout, il faut ensuite réhumaniser l'autre. L'aftercare est très important dans ce cadre-là. Donc, voilà, à partir du moment où consciemment tu sais que tu vas manipuler, j'allais dire des concepts ou des pratiques qui sont borderline, renseigne-toi. S'il te plaît, renseigne-toi. Fais pas n'importe quoi. Parce que tu peux casser quelqu'un. Et en plus, ça dépend comment tu le fais. Tu peux quand même aller devant les tribunaux si tu prends pas les précautions. Ça peut aller très loin, donc c'est important que tu le rappelles aussi. Hein. Parce que si tu fais n'importe quoi, par exemple, si tu joues avec quelqu'un et que tu as bu, par exemple, ou que tu es sous drogue, eh bien, en fait, ce n'est pas considéré comme du BDSM. C'est pas moi qui le dis, c'est la Cour européenne des droits de l'homme. Puisque le consentement sera considéré comme vicié. Et en plus, tu n'es pas en état de jouer sur un corps et d'aller jouer en plus d'une manière qui peut être dangereuse. Je crois que j'ai répondu à ta question. Oui, absolument, oui, tout à fait. Oui, il vaut mieux aller se former, même pour que ça se passe bien entre toi et ton partenaire ou tes partenaires, vaut mieux aller se former effectivement. Et puis, je pense aussi, tu me diras si je me trompe, mais que ça peut aussi nous permettre d'évoluer correctement aussi et de découvrir d'autres choses et de se sentir plus épanoui aussi dans nos pratiques quand on est formé plutôt que quand on est tout seul dans son coin à tester des petits trucs comme ça, mais on sait pas trop, on fait un peu comme on le sent, mais en fait voilà, on va pas plus loin parce qu'on n'a pas l'info, on sait pas. Je pense que ça aide aussi sur ce point-là. Oui, c'est sexy aussi c'est sexy d'aller se former à deux, tu vois, d'aller découvrir. C'est un signe de confiance, Bah tu ouais, vois, parce carrément. que faire quelque chose, mais et puis ça te plaît pas. Bah très bien, ça te plaît pas. Il y a cette question de cheminement, ouais, c'est comme, pour moi, si je dois faire une métaphore, c'est comme un jeu vidéo où tu vas avancer tableau par tableau, où tu vas être en quête de plein de choses avec des outils que tu vas apprendre à utiliser, et puis après, bah, ça va être cool, tu vas bien rigoler, et puis, bah, tu vas voir une porte, là, parce que quelqu'un va va te parler d'un truc ou d'un scénario, et tu vas être là, ah ouais, non, mais, quoi? Puis tu vas franchir la porte, puis tu vas découvrir un autre monde avec plein d'autres trucs. Puis en fait, c'est ça, c'est une exploration. C'est une exploration de ton intimité. Et après, moi, je comprends aussi que ça ne puisse pas intéresser. Je suis pas non plus dans l'injonction de, mais je pense que voilà, pour ceux qui veulent en fait aller au-delà de la simple génitalité qui est le modèle proposé. Voilà, l'exploration se fait avec la communauté. C'est mieux, c'est vrai, si on est accompagné, si on se documente, si on a la possibilité de poser des questions, si on échange. Il y a plein de comptes aussi qui existent, notamment sur Insta. Je pense à Merci beaucoup de Léa, Mais oui. ou de Alex Fontard aussi, qui fait plein de choses intéressantes. Donc il y a des comptes comme ça qui permettent. Il y a celui aussi de Stéphanie Do qui est très bien. Voilà, mais après,
une fois que tu t'es documenté, poser des questions et avoir un échange peut être intéressant aussi. Ça complète. Ouais, tout à fait. Il y a un terme sur lequel j'aimerais qu'on revienne, c'est l'aftercare. T'en as parlé plusieurs fois, du coup, depuis le début de l'épisode. Est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi ça consiste vraiment? Alors, l'aftercare, c'est un moment un moment qui permet de te réhumaniser. Alors, en général, on en discute avant, au moment de la négociation des pratiques, etc. Et on va dire, voilà, moi, après le jeu, je vais avoir besoin je sais pas moi, que tu me prennes dans les bras, que tu me dises des mots d'amour, que d'aller manger du chocolat, d'aller prendre une douche, ou je ne sais pas quoi. Moi, je sais que après un moment où je vais être particulièrement sadique et humiliante, etc., où je vais faire mal à l'autre dans son corps, à sa demande évidemment, j'ai besoin que l'autre me dise qu'il m'aime, tu vois, et que j'ai besoin en fait de me rassurer par rapport aux sentiments de l'autre. Et l'autre va peut-être avoir besoin alors évidemment, que je le prenne dans mes bras, etc. Puis aussi, il y a ce moment où tu vas soit mettre une petite serviette chaude, une petite couverture, où on va ensemble redescendre parce que un moment BDSM, c'est une transe, c'est-à-dire qu'on part d'un point A pour aller sur un point B pour revenir sur un point A. Et donc c'est une transe qui commence lentement, le début du jeu est toujours assez lent. Et puis ensemble, donc il y a la confiance, le lâcher-prise qui va se créer et la connexion qui va se créer. Et ensuite, on va aller danser dans les sphères, dans les cimes. Et puis une fois qu'on a dansé dans les sphères et dans les cimes, on va redescendre. Et on va redescendre en fait très lentement. Et l'aftercare, c'est ça. C'est la redescente. C'est comment tu gères cette redescente. Et puis après, cet aftercare, dans un autre temps, ou peut-être dans le même temps, tu vas avoir ce qu'on appelle le débriefing, c'est-à-dire ce moment de discussion avec l'autre en disant oui, bah, c'était bien, j'ai adoré pour X ou Y raison, mais je pense que on aurait pu faire ci parce qu'à ce moment-là, j'ai pensé ça, enfin bref. Donc, discuter là-dessus. C'est vrai que l'aftercare, c'est les deux qui se réhumanisent. Et à partir du moment où on a été très loin avec la personne qui se soumet, il faut quand même d'abord réhumaniser la personne qu'on a mis plus bactère si ça a été le cas. Il y a aussi ces questions de posture de je domine, je suis sur un piédestal, etc. Et je me soumets et je suis en dessous de toi. Donc il y a besoin de ce rééquilibrage, les deux. Des fois, il y en a qui restent collés en haut, c'est-à-dire, je ne sais pas que en fait, c'est un rôle, c'est un jeu. Je pense que je suis Dieu ou déesse et jamais je ne redescends. Bah si, faut que tu redescendes, en fait, tu es un être humain comme tout le monde. Et la personne qui a vécu ça aussi a besoin, tu vois, de redevenir un être humain. Oui, en fait, ça permet de redescendre en douceur, oui, voilà, vraiment, c'est ça, cette redescente en douceur et de prendre soin de l'autre. Oui. Axel, du coup, j'ai une dernière question pour toi. Parfois, lorsqu'on pense BDSM, on pense aussi au film, livre 50 nuances de Grey. Est-ce que tu penses que c'est des films qui sont plutôt proches de la réalité ou au contraire, c'est plutôt problématique parce que, je sais pas, on idéalise une pratique ou on fait croire des choses qui sont fausses aux gens? Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu as lu ces ouvrages-là? Je l'ai pas lu. Alors j'ai vu, j'ai regardé les films, mais je les ai pas lus. Moi aussi, j'ai regardé le premier film. Bon, on peut être critique sur le fait que c'est un peu un conte de fées Walt Disney dans le monde du BDSM avec un homme hyper riche qui va tomber amoureux d'une femme hyper vanille et qui va l'initier et puis elle va et puis à la fin je crois elle lui fait comprendre qu'au final il est malade et donc il va arrêter, enfin il y a un truc comme ça. Donc sur le fond du propos, bon, je suis pas tout à fait sûre, mais néanmoins ça a permis
ça a permis de découvrir un petit peu le BDSM dans l'angle de la chambre à coucher et de la relation de couple. Et ça, c'était peut-être le sujet intéressant. Heureusement, il y a plein de choses qui sont sorties depuis, hein, comme Bonding, notamment sur Netflix, même si la première saison, on voit bien qu'ils n'ont pas fait appel à un conseiller ou une conseillère technique sur les pratiques BDSM. Ça s'est corrigé par la suite. Et puis, comme on le disait, il y a quand même de plus en plus de films sur le sujet. Mais ça a permis, parallèlement à l'émergence d'Internet, ça a permis de changer un petit peu la représentation qui était faite du BDSM. Moi, je dis que c'est quand même une bonne chose, même si c'est pas parfait, mais rien n'est parfait. Ça a le mérite d'exister. Oui, c'est une première approche, voilà. C'est là, et puis voilà, qui l'utilise qui veut, le regard qui veut, et voilà, ça ouvre quand même une porte, quoi. Ouais, c'est ça. Puis le fait d'en avoir parlé, on a souligné aussi les points problématiques du livre, voilà, mais on en a parlé. Et on a mis ça sur le tapis et dans les chambres à coucher. Et je trouve que c'est une bonne chose. Si tu le veux bien, Axel, on va passer à 3-4 petites idées reçues sur le BDSM. Et j'aimerais bien que tu me dises si tu penses que c'est vrai, faux, et que tu nous expliques un peu pourquoi. La première idée reçue, c'est que le BDSM est incompatible avec le féminisme. Ah, non. Ça dépend de la posture. Si tu es un homme et tu vas dominer une femme, là, en fait, tu vas exacerber, en fait, ces questions-là, mais t'en as conscience, en fait. Après, si t'es dans un autre cadre de figure où tu as une femme qui domine un homme, là, on renverse le patriarcal, les normes patriarcales de la société et on vient les contester. Dans ce cadre-là, c'est féministe. Après, bon, je passe la question de si c'est deux femmes qui jouent ensemble, la question se pose moins, on reste quand même sur et si c'est deux hommes. Tout ça pour te dire que est-ce que le BDSM peut être féministe? Oui, mais ça dépend de la manière dont tu le fais, dont tu le vis et avec qui tu joues en fait, parce que sinon on peut aussi on peut recréer le truc en exacerbant. Parce que tu es ma soumise, donc on est sur un truc 24/7, donc tu vas faire à manger, donc tu vas faire ci, discipline. Enfin bon, ok, si c'est une forme de jeu, ok, si tu conscientises, et ok, si ça t'excite. La deuxième idée reçue, c'est que les personnes qui pratiquent le BDSM portent toutes du latex. Oui, surtout pour dormir. Parce que ça tient chaud. Ça tient chaud. Et en plus, ça te permet de maigrir. Donc oui, on en porte toutes. Et 24 heures sur 24, j'insiste, on a toujours un slip en latex. Non, évidemment que non. Une dernière idée reçue, c'est que le BDSM implique forcément un rapport sexuel. Non. Alors, rapport sexuel, rapport génital, je pense que ta question... Oui, rapport génital, oui. Ouais, parce que rapport sexuel, oui, hein, tu parles on est bien sur une sexualité, même si elle est pas forcément incarnée, mais on est bien dans cette dimension du plaisir sexuel. Est-ce qu'il y a génitalité? Non, pas forcément. Ça dépend des deux protagonistes, ça dépend des motivations. Il y a des personnes qui sont dans l'attente d'une récompense sexuelle, quel que soit du côté de la cravache qu'ils ou elles sont. Il y en a d'autres qui vont être justement sur une dimension très cérébrale où peut-être en fait tu vas donner du plaisir à l'autre physique, qui peut être génital, anal évidemment, mais sans forcément avoir le besoin de toi le ressentir dans ton corps et inversement. La récompense sexuelle, elle est peut-être pas sur le moment, elle est peut-être aussi après. Voilà, donc la question, la réponse, elle serait sur le moment, elle est pas forcément là, mais après cette issue génitale, elle peut arriver 1 heure, 3 heures, une semaine après, je ne sais pas, quand tu vas reconstruire la scène, tu vois. Oui, bien sûr. Ok, ben merci beaucoup pour tout ça, Axel. Est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu aurais envie de rajouter peut-être avant de terminer cet épisode? Si vous avez des questions, ouais. Si vous avez des questions par rapport à la pratique, par rapport à ce qu'on vous propose de vivre,
Ne restez pas seul avec ces questions. Surtout, partagez-le. Il y a des endroits pour ça. Et si vous avez envie de découvrir cette forme de sexualité, et comme tout, c'est les premières fois qui sont les plus difficiles. Et après, ça va devenir de moins en moins difficile, de plus en plus jouissif. Je pense que c'est les dernières choses sur lesquelles je voulais aller. Eh ben, merci beaucoup, Axel. Je t'en prie. On espère que cet épisode t'a plu et qu'il t'aura permis d'en savoir plus sur le BDSM si tu souhaites te lancer ou pas d'ailleurs. Si ça te botte d'aller suivre un cours à l'école des arts sadiens, de découvrir l'univers d'Axel sur Instagram ou dans ses livres, regarde en barre d'infos, tu trouveras toutes ces infos. Et on ne le dira jamais assez, mais abonne-toi au podcast et suis-nous sur les réseaux sociaux, ça nous aide beaucoup et on te donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode. Ciao les meufs!